Dis Siri, lance le scénario stream. Hop là, le café. Un instant. Ah, impeccable. Allez, Vegeta, à la tienne. On va en avoir besoin. Les écrans, c'est le bordel. Alors, si aujourd'hui plus personne ne comprend rien au sujet, c'est tout à fait normal. C'est qu'aujourd'hui, il y a tellement de technologies différentes, il va y avoir tellement de personnes qui vont donner leur avis alors qu'ils ne maîtrisent clairement pas leur sujet, que derrière, quand vous posez une question, vous allez avoir 20 réponses de 20 personnes différentes, mais il n'y en a pas deux qui seront d'accord entre eux. Mais alors le problème, c'est que du coup, quand on pose une question, c'est toujours retour à la case départ, ou alors on va acheter un produit qui n'est pas forcément le plus adapté, et on se retrouve avec ce fameux paradoxe du confrère. Alors qu'est-ce que c'est que ce paradoxe by Noix de Citron ? C'est très simple. En gros, vous avez besoin d'un écran, vous demandez à votre grand frère, lui, il connaît pas grand chose, il va se renseigner, machin, il va vous dire, voilà, prends telle marque, prends tel modèle, tu verras, c'est trop bien. Le problème, c'est que vous lui faites confiance, après tout, il a aucune raison de vous mentir, c'est votre grand frère. Donc vous achetez, et le problème, et c'est là que le paradoxe rentre en jeu, quelques années après, on va vous poser cette même question. Qu'est-ce que je dois acheter, à ton avis, est-ce que je prends ça ou je prends ça ? Vous allez redonner les infos que votre grand frère vous a données, sauf que c'était des infos qui à la base n'étaient pas fondées, ou qui n'étaient pas les bonnes, ou qui n'étaient pas pertinentes pour vous. Ce qui fait qu'on vous a raconté des conneries, que vous allez redonner ces conneries qu'on vous a racontées, et que cette personne à qui vous allez donner ces conneries, le jour où à elle on va lui poser la question, elle va redonner ces mêmes conneries. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui dans l'informatique, au bout de 5, 10, 20 ans, plus personne ne comprend rien au sujet. Et je sais bien que vous n'allez pas être d'accord avec moi, et je m'en fiche en fait tout simplement, vous pourrez beau mettre en commentaire que j'y comprends rien, que je maîtrise pas mon sujet, que je raconte que des conneries, que vous, votre écran VR, il est trop bien pour jouer à Fortnite. Mais je m'en fous, tant mieux si votre écran vous plaît, c'est le principal. Mais est-ce que ça veut dire que parce qu'il vous plaît, c'est le meilleur pour vous, pour votre usage ou votre budget ? Pas forcément. Et justement, le but de cette vidéo, c'est pas de dire vous avez tort, vous avez raison, c'est de vous donner des informations qui sont factuelles, qui sont concrètes sur les différentes technologies qui existent. Et c'est ça d'ailleurs qui, je pense, fait la pertinence de cette vidéo, c'est que je ne vais pas uniquement vous donner des fiches techniques qui viennent de sites internet de constructeurs, c'est que je vais aussi vous parler, moi, d'exemples et de cas concrets. C'est-à-dire que moi, dans mon environnement au quotidien, j'utilise un écran mini LED, un écran OLED, un écran nano IPS, un écran IPS. Que avant ça, j'ai eu du VA, j'ai eu du TN, bref, j'ai eu pas mal de technologies différentes. Donc si aujourd'hui je peux me permettre de donner mon avis, c'est parce que objectivement, j'ai testé de nombreuses technologies différentes, sur de nombreuses marques différentes, et que au-delà de ça, je sais aussi analyser une fiche technique. Et on va commencer d'ailleurs tout de suite avec la question la plus importante, c'est quelle question poser quand on cherche un écran. Alors ce chapitre-là va être très court, d'ailleurs en parlant de chapitre, cette vidéo est entièrement chapitrée, donc n'hésitez pas, si c'est une technologie plus qu'une autre qui vous intéresse, vous pourrez la retrouver rapidement dans la barre de recherche. Mais alors quelle est cette fameuse question à poser ? C'est très simple, moi très souvent quand on vient me voir pour me dire « je cherche un écran gaming, qu'est-ce que tu me recommandes ?» Pour moi, ça veut rien dire. Pourquoi ? Parce qu'il va me falloir plus d'informations. Donc pour gagner du temps, que ce soit pour vous, pour moi ou pour tout le monde, n'hésitez pas à être le plus complet possible. Commencez déjà par nous donner la taille de l'écran que vous recherchez. Ça, il n'y a que vous qui pourrez choisir. En fonction de la taille de votre bureau, en fonction de vos besoins, si vous avez 1, 2, 3 écrans, bref, il n'y a que vous qui pourrez choisir si vous voulez du 24, du 27 ou du 30 pouces. À partir de là, ce qui est important à communiquer comme info, c'est le type de jeu auquel vous allez jouer. Si vous me dites, non, moi je joue que le dimanche après-midi à des RPG solo, à du Star Wars Fallen Order, à du God of War, etc., vous n'allez pas avoir les mêmes besoins, les mêmes attentes que si vous me dites, moi je fais que du ranked 4 heures par jour sur Apex ou sur Fortnite. Et ensuite, très important, mais pourtant qui est oublié à chaque fois, le budget. Parce que si vous me demandez un écran gaming, moi je peux vous sortir 1000 écrans différents, ça veut pas dire qu'ils seront bons. Donnez-nous un budget, dites-nous entre 300 et 400, 400 et 500, j'en sais rien. Mais c'est important de nous dire quelle taille d'écran, quel budget et pour quel jeu ils vont être utilisés. Voilà, l'introduction est à présent terminée et on va pouvoir passer à la première technologie d'écran, c'est-à-dire les dalles TN. Les écrans TN, c'est dégueulasse. Je suis désolé si vous avez un TN et que vous le trouvez très beau, mais comme vous le voyez à l'écran, ce qu'il faut savoir, c'est que les écrans TN, ils vont avoir des couleurs qui seront extrêmement fades, les contrastes, ils seront corrects, mais sans plus, mais surtout, le gros problème, c'est qu'au-delà d'une teinte un peu bleutée qu'il y aura sur toute l'image, c'est que les angles de vision, vous en avez pas du tout. On le voit d'ailleurs très bien à l'image, il suffit de tourner un petit peu l'écran, c'est-à-dire si vous n'êtes pas pile en face, et on ne voit quasiment plus rien à l'image. Soit elle est largement surexposée, soit au contraire, elle est totalement sous-exposée. Ce qui va causer comme problème que si vous n'êtes pas pile en face de votre écran, par exemple parce que vous êtes deux à regarder un film ou à jouer en coop, ou parce que c'est un moniteur secondaire que vous aurez à côté de votre bureau, vous allez rien voir à l'écran en fait. Pareil, pour regarder les films, je suis désolé, les couleurs seront tellement fades que oui, ça marche, bien entendu que ça fonctionne. Mais ça va pas rendre hommage à votre film ou à votre série, tout sera délavé, désaturé. Franchement, le TN, c'est excellent en termes de performance pour du compétitif. Si vous faites du ranked, si vous faites du Battle Royale, du FPS, du Rocket League, ce que vous voulez, pour ce genre d'usage, c'est excellent. Si en revanche c'est pour faire de la création de contenu, retoucher des petites photos, prendre plaisir à regarder des vidéos, que ce soit sur YouTube, Netflix ou n'importe, franchement, mais prenez pas un écran TN pour ça. Ne prenez un écran TN que pour faire du gaming compétitif. Vous avez besoin de monter à 200, 250,
360 Hz même carrément si vous avez envie, là un écran TN peut vous le permettre. En revanche, si vous avez un minimum d'attente niveau couleur et contraste, ne prenez surtout pas un écran TN. Donc pour résumer, dans les points positifs, le tarif il est super abordable, on trouve des modèles qui sont dédiés à l'e-sport extrêmement facilement dans tous les magasins, on sait comment ça vieillit, on sait comment les fabriquer, les écrans TN c'est plutôt fiable, et ils vont être super réactifs pour le gaming compétitif ou alors un gaming où vous avez besoin de performance pure. D'un point de vue contraste, de toutes les technologies d'écran que je vais vous présenter dans cette vidéo, c'est le moins bon. En revanche, dans les points négatifs, eh bien, ce sont les angles de vision et les contrastes, sans parler des couleurs, j'en ai déjà assez parlé, qui seront en fait tout simplement les moins bons du marché. Et passons tout de suite au deuxième chapitre, les écrans VA. Ah, le VA, ce qui m'a apporté le plus de sauts de merde sur cette chaîne en commentaire après les vidéos de sabre laser. Tout simplement parce que j'en ai vexé beaucoup quand je testais par exemple le Samsung Odyssey G7 en disant que le VA, c'est pas forcément si exceptionnel que ça. Alors attention, il y a de très très bons points sur le VA. Pour commencer, d'un point de vue rapport qualité-prix, en soi c'est excellent. Au niveau des modèles, on va trouver des VA, mais alors absolument à toutes les sauces dans tous les constructeurs différents. On va avoir des écrans plats, des écrans incurvés, des écrans à 240 Hz. Alors ça, pour de la réactivité, c'est génial. Et à côté d'un écran TN, un écran VA, c'est excellent. En termes de rendu couleur, en termes de contraste, en termes d'angle de vue, il n'y a pas photo, c'est largement supérieur. En revanche, à côté de toutes les autres technologies qui écran, je suis navré, mais le VA, c'est ce qu'il y a de pire après le TN en fait. Donc si c'est pour jouer et uniquement jouer en profitant de meilleures couleurs qu'avec un TN, alors ouais, là, le VA, effectivement, il sera très bon à côté d'un TN. En revanche, si vous faites de la création de contenu ou même de la retouche photo parce que vous avez fait de la photo en amateur, etc., évitez de partir sur une dalle VA du coup. Tout simplement parce qu'il faut savoir que même le meilleur des écrans VA sera toujours 25 à 30% moins coloré qu'un écran IPS d'entrée de gamme. Alors on aura beau vous parler du QLED, de VA, etc. En soi, le QLED VA, il aura les mêmes avantages, les mêmes inconvénients qu'un écran VA traditionnel. Ça va vous apporter un peu de contraste supplémentaire, ce qui est très bien. En revanche, même un QLED VA sera toujours fade à côté d'un écran IPS entrée de gamme. Donc pour résumer avec le VA, tarif hyper intéressant, très bon rapport qualité-prix, on trouve du plat, de l'incurvé hyper facilement aujourd'hui et à toutes les gammes. Le rendu couleur est largement supérieur que le TN. Il y a pas mal de technologies intéressantes dedans, comme le FreeSync d'AMD, le G-Sync, le HDR, etc. Et que les contrastes, en revanche, ils sont parmi les meilleurs. C'est-à-dire que, comme je vous disais, un écran VA ou un écran QLED VA sera largement supérieur en termes de contraste à un TN ou un IPS. Mais en revanche, dans les points négatifs, c'est important à souligner, c'est que niveau couleur, oui, c'est bien, mais il y a largement mieux qui existe. Ce qu'il faut savoir également avec le VA, et c'est propre à cette technologie-là dans les points négatifs, c'est hyper important à savoir, c'est que si vous faites des mouvements extrêmement rapides, par exemple, moi je l'ai constaté dans Apex, je faisais souvent des gauche-droite, le problème c'est que derrière on pouvait avoir un petit flou de traînée qu'on ne va pas avoir avec les autres technologies d'écran. C'est pas forcément ultra négatif, mais ça peut gêner certains de se dire mais pourquoi j'ai un écran à 240 Hz, pourquoi est-ce que quand je bouge ma souris, pourquoi est-ce que j'ai du flou? C'est normal, c'est lié à la technologie VA. Ah, les écrans IPS, je vous le tease depuis tout à l'heure, ça y est, on en parle enfin. Alors faut savoir que ce sera un excellent rapport qualité-prix vis-à-vis des autres technologies que je vais aborder tout à l'heure. Ça sera également largement supérieur en termes de colorimétrie ou en termes d'angle de vision aux écrans VA et TN. En revanche, ça n'en fait pas pour autant les meilleurs écrans du marché. Je vais les diviser pour les besoins de cette vidéo en 3 catégories. On va avoir les écrans IPS qui seront dédiés à la bureautique, au traitement d'image et au gaming. Alors pour la bureautique, c'est facile, vous prenez n'importe quel écran. Faites juste attention à la taille de l'écran ou à sa résolution. Est-ce que vous le voulez en 1920 par 1080? Est-ce que vous le voulez en 4K, en QWHD? Enfin bref, c'est vous qui choisissez. En soi, il n'y a pas grand-chose sur lesquels il faut faire attention si c'est uniquement pour faire de la bureautique ou pour utiliser comme un moniteur secondaire sur votre ordi. Et pour le traitement d'image, justement, c'est ça qui est intéressant, c'est que l'IPS existe depuis tellement longtemps que les constructeurs, ils ont tous un catalogue plus ou moins bien adapté, plus ou moins fourni, mais vous aurez surtout des gammes dédiées chez ces constructeurs-là pour le travail de l'image. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va trouver des écrans qui peuvent être en 4K, en Full HD, on peut avoir des écrans qui seront compatibles avec le DCI-P3, donc la colorimétrie pour le cinéma, on va avoir des écrans qui sont vraiment étalonnés d'usine pour le travail de photo, et ça c'est intéressant, et on va surtout avoir des écrans qui sont extrêmement colorés. Ce qui fait qu'on va d'ailleurs avoir de l'IPS, du nano IPS, du fast IPS, et je vais y revenir. Du coup, il faut juste creuser un tout petit peu dans ces éléments-là. Le nano IPS, la seule chose à retenir là-dessus, et c'est pour ça que c'est un point qui est très rapide, c'est que c'est un écran IPS, voilà. Sauf que vous aurez des couleurs qui sont largement plus précises qu'un écran IPS traditionnel. Donc si jamais c'est pour faire du traitement d'image et que vous voulez un écran IPS, privilégiez du nano IPS. En revanche, si c'est pour faire du gaming, essayez de privilégier un écran IPS mais en fast IPS. La petite subtilité, c'est qu'un écran fast IPS sera 3 à 4 fois plus réactif en termes de temps de réponse qu'un écran IPS traditionnel. Le seul petit défaut du fast IPS, c'est qu'il n'y en a pas beaucoup sur le marché aujourd'hui. Il y en a, mais fin 2022, il n'y en a encore pas beaucoup. Donc si vraiment c'est pour faire du gaming de manière compétitive, pour faire de l'e-sport, pour faire du classé de manière exigeante sur Fortnite, Apex ou Rocket League ou autre,
Alors oui, ça marchera très bien, mais c'est peut-être pas forcément ce qu'il y a de plus adapté. En revanche, voilà, pour des RPG solo, des RPG contemplatifs, des MMORPG, avec un écran IPS, mais vous allez vraiment prendre des claques dans les yeux. Ça sera un contenu qui sera extrêmement beau. Parce qu'il faut savoir que dans les studios, quand ils travaillent sur des designs, des graphismes, des images, des couleurs, etc., ils le font pas sur du VA ou du TN, ils le font sur de l'IPS ou d'autres technologies d'écran que je vais vous aborder plus loin. Mais ils vont le faire majoritairement avec des écrans IPS. Ce qui fait que si vous achetez un écran IPS qui a une belle couleur, qui va avoir de beaux contrastes et qui sera bien réglé, derrière vous allez en profiter exactement de la même manière qu'ils ont été créés par les studios. Et petit fun fact, l'année dernière j'ai fait une série de live Twitch sur Star Wars Fallen Order que j'ai repris en mode extrême de difficulté, avec quelques modes graphiques et autres, et je prenais des claques dans la gueule. En plus je joue sur un écran 21/9 de 38 pouces, quand j'allumais le sabre, quand j'étais dans des grottes, quand il y avait des combats, quand il y avait des environnements qui étaient très colorés, mais c'était absolument magnifique. Et dernier petit point à propos de l'IPS, et après on passe à la technologie suivante, même si aujourd'hui il y a très peu d'écrans sur le marché, j'en parle parce que si vous regardez cette vidéo 1 an, 2 ans, 3 ans après sa date de sortie, ça peut être important. C'est que du coup on a l'IPS Black, donc après l'IPS, Nano IPS, Fast IPS, on va avoir l'IPS Black qui existe. Pour faire simple, c'est les mêmes qualités qu'un écran IPS, etc. Simplement, vous avez 2 fois plus de contraste. Donc on va se rapprocher du VA, mais il y a très peu d'écrans aujourd'hui sur le marché. Donc pour faire simple, on va résumer. Quels sont les avantages et les points positifs de l'IPS ? Et bien déjà, on va avoir une colorimétrie largement supérieure en termes de rendu que sur un écran VA ou TN. On va avoir des angles de vision qui seront très larges, donc parfait si vous êtes plusieurs à regarder un film, une série, à jouer en coop sur un écran ou pour déporter sur les côtés de votre bureau en moniteur secondaire. On peut trouver des dalles de toutes les résolutions à prix extrêmement abordable. Il n'y aura pas le traîné de flou comme on a sur les écrans VA si vraiment vous faites des mouvements rapides, et ça c'est important. Et que même un écran d'entrée de gamme, et c'est vrai, c'est-à-dire que là par exemple le moniteur que j'ai devant moi, c'est un moniteur de chez Samsung qui m'a coûté 130 € et qui était largement plus coloré que le Samsung Odyssey G7 que j'ai testé précédemment en vidéo et qui pourtant coûtait 5 fois plus cher. Il va également y avoir des écrans nano IPS si vous avez des besoins ou des exigences de colorimétrie supérieure, et des écrans fast IPS si vous voulez conserver ces qualités d'angle de vue et de couleur de l'IPS, mais en ayant un petit peu plus de réactivité pour des jeux réactifs. En revanche, du coup, dans les points négatifs, parce qu'il y en a quand même quelques-uns, ils vont être plus chers. Pas ultra chers, mais ils vont être plus chers que du VA et du TN. Les contrastes seront moins bons que du VA. Le temps de réponse ou la réactivité ou le fait de monter sur des hauts rafraîchissements, le TN et le VA ils seront quand même un petit peu meilleurs, sans pour autant dénigrer l'IPS, mais du coup il va arriver après dans le classement. Et enfin, un dernier point négatif, c'est l'homogénéité. C'est-à-dire que c'est la loi des séries, c'est la chance, la malchance. Dans certains cas, vous pouvez avoir des écrans IPS avec des petits défauts d'homogénéité au niveau du rétroéclairage. Ce qui fait que si vous avez des images sombres par exemple, vous verrez que les noirs sur les bords de l'écran par exemple, ou les angles, ils seront pas tout à fait noirs. Ils seront peut-être légèrement grisés, vous verrez des petits halos lumineux. Voilà, c'est pas toujours, c'est pas sur tous les écrans, et même c'est même pas sur tous les mêmes modèles d'écran. C'est-à-dire qu'un écran qui est fabriqué, je vous dis une bêtise, le lundi à 14h aura peut-être ce problème. Le même écran, la même dalle, etc., fabriqué dans la même usine le lundi à 16h, lui n'aura peut-être pas cet écran. C'est vraiment la loi des séries, et ça, vous pouvez pas l'anticiper, c'est la surprise, comme pour beaucoup d'écrans d'ailleurs au déballage. Est-ce qu'il y a des pixels morts? Est-ce qu'il y a des problèmes de rétroéclairage? Est-ce qu'il y a des fuites de lumière? Est-ce qu'il y a tout ça? Bref. Mais il faut savoir qu'avec l'IPS, il y a plus de risques d'avoir des petites fuites de lumière qu'avec les autres technologies d'écran. Ah ça y est, on va aborder ma technologie d'écran préférée, à savoir les écrans OLED. C'est pour cette raison que j'ai d'abord tenu à vous parler du TN, du VR et de l'IPS, c'est-à-dire qu'il faut d'abord savoir ce qui existe pour savoir pourquoi la suite est mieux ou moins bien. Alors balayons tout de suite une idée reçue d'ailleurs. Oui, à une époque, et pendant quelques temps, il y a eu des problèmes de ce qu'on appelle des brûlures. C'est-à-dire que s'il y avait la même image qui était affichée à l'écran pendant trop longtemps, ça pouvait marquer votre dalle, au début de manière temporaire, et si vraiment c'est répété, ça peut l'endommager sur la durée. Sauf que voilà, entre les premières télés que Sony a sorties en 2007 et les écrans qui sortent aujourd'hui, la technologie elle a drastiquement évolué. Donc ce qui était vrai à l'époque ne l'est plus aujourd'hui en fait. Et dans les premiers points positifs justement, vous savez tout à l'heure je vous parlais par exemple du VA qui était très contrasté vis-à-vis du TN, de l'IPS, je vous parlais du Nano IPS, je vous parlais du Black IPS qui était 2 fois plus contrasté que l'IPS, etc. Vous vous rappelez ? Pour bien comprendre ça, c'est exprimé en chiffres. C'est-à-dire que quand vous regardez une fiche technique d'écran, c'est ça écrit par exemple pour de l'IPS 1000 2.1. Ça se lit 1000 pour 1. C'est-à-dire que le point blanc va être 1000 fois plus lumineux que le point noir. Pour le VA, c'est pas 1000 pour 1, c'est 2000 ou 3000 pour 1. C'est pour ça que quand on regarde une fiche technique par exemple d'un écran VA et qu'on va voir 2000 pour 1 ou 3000 pour 1, on va très vite comprendre qu'effectivement les contrastes ils sont 2 à 3 fois supérieurs qu'un écran IPS. Mais alors l'OLED, on est à combien ? On est à 4000, 5000, 10 000 ? Non. 10 000, c'est bien, c'est déjà 10 fois supérieur à un écran IPS. Pas du tout. Un écran OLED, on va pas monter à 10 000, on va pas monter à 100 000, on va pas monter à 500 000, on va monter au minimum, en standard, à 1 million pour 1. Alors ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on a un écran qui est 1000 fois plus contrasté qu'un écran IPS. Vous commencez à comprendre pourquoi est-ce que je trouve l'OLED absolument excellent. Surtout l'OLED dédié au gaming, on va avoir des dalles qui seront
objectivement quasiment parfaite. C'est pour ça d'ailleurs que même les écrans OLED, non seulement OLED certes, mais OLED gaming, c'est-à-dire des écrans, et je vais y revenir, qui sont adaptés pour les rafraîchissements ou le jeu compétitif, c'est les meilleurs. Mais alors comment ça fonctionne? Sans rentrer dans le détail technique, histoire que tout le monde puisse comprendre, et vraiment en étant le plus résumé possible, l'un écran IPS par exemple, vous allez avoir votre dalle, et vous allez avoir votre rétroéclairage sur les côtés. Ce sont ces LED allumés qui vont rétroéclairer l'écran. Très bien, ce qui marche très bien, mais c'est ce qui faisait que par exemple, je vous disais, des fois on avait un rétroéclairage qui n'était pas totalement uniforme. Sur un écran OLED, pas du tout. Un écran OLED, c'est chaque pixel individuellement qui va émettre ses couleurs, qui va émettre sa lumière. Ce qui fait que si par exemple vous regardez un film, vous savez avec les bandes noires en haut et en bas comme au cinéma, eh bien sur un écran OLED, ces bandes noires elles seront noires pures. Vous n'aurez pas de noir un peu grisâtre avec un petit reflet de rétroéclairage, etc. Non, non, non. C'est noir. C'est pour ça que moi, avec ma Philips OLED 65 pouces, qui me sert de télé depuis quelques années, qui en plus est compatible Dolby Vision, alors j'ai pris des claques mais monumentales, il y a des films et des séries, il y a des Blu-ray, mais je les ai redécouverts et ça c'était incroyable. Mais pourquoi est-ce qu'ils peuvent être bien pour du gaming? Ils vont être intéressants grâce au temps de réponse. C'est pas le rafraîchissement. Rafraîchissement, allez, 240 Hz, c'est largement suffisant pour la majorité des gens. Mais le temps de réponse, il est incroyable. Un écran IPS, 5 millisecondes. C'est-à-dire que votre image, elle va mettre 5 millisecondes à se rafraîchir. Sur un écran VATN, on va plutôt être dans les 1 milliseconde, 2 millisecondes. C'est pour ça que déjà, vous voyez, on est 2 à 5 fois plus rapide. C'est hyper intéressant. Mais, sur un écran OLED, on n'est pas à 1 milliseconde, on n'est pas à 0,5 millisecondes, on va être à 0,03 millisecondes. C'est quasiment de l'instantané, c'est absolument imbattable aujourd'hui. C'est pour ça que, objectivement, un écran OLED, c'est excellent pour énormément d'usages. Que vous soyez un cinéphile avec un super ampli, un super home cinéma chez vous, et que vous aimez vraiment prendre des claques visuelles en regardant vos films et vos séries préférées, alors là ça va être génial. Si vous êtes gamer, vous allez avoir des écrans 240 Hz, 0,03 millisecondes, vous allez avoir des contrastes infinis, mais ça va être absolument génial. Il y a des jeux, vous allez vraiment les redécouvrir. La finesse de l'écran, je vous montre là d'ailleurs, c'est ma télé OLED que vous voyez, mais l'écran, mais regardez cette finesse, regardez avec mon doigt à côté, c'est incroyablement fin. Alors vous allez avoir des écrans IPS, VA, TN qui vont faire 1, 2, je vais pas dire 3 cm d'épaisseur, mais on est au moins sur un bon 2 cm d'épaisseur, parfois même plus au niveau de la base, là vous allez mettre le pied de l'écran. En revanche, il y a quand même des points négatifs. Il y en a 3, 2 majeurs et un petit peu moins. Le petit peu moins pour commencer, c'est que c'est tout nouveau. C'est-à-dire que les écrans OLED, on en a depuis des années, comme je vous disais, 6-7 ans sur les smartphones, plus de 10 ans sur les télés, mais sur les moniteurs faits pour les ordinateurs, ça n'existe pas depuis très longtemps. Donc qui dit n'existe pas depuis longtemps, dit peu de modèles disponibles et donc des prix relativement hauts. Donc le rapport qualité-prix est excellent, parce qu'on est aux alentours de 1000 € pour avoir un écran gaming OLED, mais comparé à du VA et de l'IPS, pour un budget un peu plus limité, forcément on va pas se diriger vers de l'OLED. Le dernier point négatif sur l'OLED, c'est que oui, c'est très contrasté, les couleurs, les contrastes, tout ça c'est magnifique, la luminosité ça peut pêcher un petit peu. Alors attention, ça veut pas dire qu'elle est nulle, elle va être au niveau d'un écran IPS gaming actuel par exemple. Simplement, si vous êtes dans une pièce qui va être extrêmement éclairée, que vous avez un écran OLED qui va être contre une baie vitrée, contre une fenêtre, ou alors vous allez avoir des spots immenses au-dessus de votre tête qui vont vraiment éclairer très fort la pièce, ouais, alors là, l'OLED, c'est peut-être pas ce qu'il va vous falloir de mieux. Il y aura peut-être autre chose et je vais y revenir après. Mais en dehors de ces usages-là qui sont extrêmement spécifiques, quand même, tout le monde ne joue pas avec une immense baie vitrée de 4 mètres de long à côté de son écran, l'écran OLED sera objectivement l'un des meilleurs choix du marché. Mais alors attention, parce que tout à l'heure, quand je vous parlais d'IPS, je vous parlais du Fast IPS, du Nano IPS, de l'IPS Black, etc. Des petits variants. Le LED, il y en a un. Forcément, il y en a un et ça va pas faciliter la chose quand on n'y comprend rien. Ce variant, il s'appelle le QD OLED. C'est pas une mauvaise chose, mais c'est loin d'être la meilleure des choses qui soit arrivée à l'OLED. Faut savoir que le QD OLED, c'est fabriqué par Samsung. Ce qui fait que vous allez avoir plusieurs constructeurs différents, mais qui vont tous utiliser la même dalle. Ce qui fait que tous ces constructeurs vont avoir les mêmes avantages et les mêmes inconvénients au niveau de l'écran. Alors pourquoi est-ce que c'est bien et pas bien? Alors parce qu'elles vont toutes avoir le même point positif, mais elles vont toutes avoir le même point négatif. Alors le point positif, c'est quoi? C'est que le QD OLED va être beaucoup plus lumineux que l'écran OLED traditionnel, et ça c'est un bon point. Comme je vous disais, si c'est pour utiliser contre une baie vitrée, mieux vaut un QD OLED dans ces cas-là qu'un OLED. En revanche, et c'est pour ça que je me bats et que je ne suis pas du tout pour les écrans QD OLED, ce n'est pas du tout la meilleure technologie qui existe. C'est plus intéressant d'un point de vue luminosité. En revanche, les couleurs seront beaucoup moins précises que sur un écran OLED, mais surtout, il y a un énorme problème aujourd'hui, comme vous le voyez à l'écran, c'est qu'il y a un problème, ce qu'on appelle d'aberration chromatique. Donc si vous avez un fort contraste, par exemple comme là à l'image du texte blanc sur un fond noir, eh bien le haut du texte il sera un peu verdâtre et le bas du texte il sera avec une frange un peu rose. Et ça, je suis désolé, sur des écrans dont l'entrée de gamme est à 1200 €, moi je l'accepte pas. Sachant que c'est pas un problème qui existe sur l'OLED. Alors c'est normal, sur le QD OLED c'est normal, c'est la technologie qui est comme ça, on peut rien y faire. Alors peut-être que quand ça sera plus mature, dans 2, 3, 4 ans, je ne sais pas, peut-être que ça sera réduit, mais franchement, on me dit un écran à 1200 €, le texte il est pas blanc, il est rose, blanc, vert, non je suis désolé, ça moi je le tolère pas. En niveau rapport qualité-prix, d'ailleurs,
c'est plus ou moins la même chose. Pour le moment, le QD OLED est un petit peu plus cher que l'écran OLED. Faut voir quand le marché sera un peu plus mature, parce que les premiers écrans QD OLED sont sortis il n'y a pas très longtemps. Les premiers moniteurs gaming OLED sont en train d'arriver sur le marché aujourd'hui. Il faudrait faire un point 6-8 mois après la sortie de cette vidéo pour voir ce qu'il en est d'un point de vue rapport qualité-prix. Et le dernier point de cette vidéo est pas des moindres, parce qu'il va être dédié au mini LED. Alors le mini LED, c'est là que c'est un petit peu compliqué, c'est que c'est pas une technologie très vieille. Ça fait quoi, allez, 2-3 ans qu'on commence à voir ça, soit sur des tablettes assez haut de gamme, soit sur quelques écrans d'ordinateurs portables, très récemment sur les moniteurs de bureau, mais c'est encore une gamme qui est très limitée. Alors parlons tout de suite d'ailleurs d'un énorme avantage que va avoir le mini LED sur de l'OLED, c'est qu'un écran mini LED, et je vais vous expliquer après comment ça fonctionne, c'est largement plus lumineux. Vous vous souvenez tout à l'heure quand je vous disais qu'un écran OLED c'était très bien, aussi lumineux qu'un écran IPS traditionnel par exemple, mais si c'était pour l'utiliser contre une baie vitrée, c'était pas le meilleur des choix à faire, et bien là un écran mini LED c'est tellement lumineux que vous pouvez même mettre un spot à côté, vous devriez pas être embêté. En revanche, et pour bien comprendre le point négatif, il faut savoir comment ça fonctionne, je vous disais tout à l'heure qu'un écran OLED, ce sont des pixels individuellement qui vont émettre leur luminosité et leur colorimétrie. Et bien un écran mini LED, c'est pas du tout pareil. Un écran mini LED, comme vous le voyez à l'écran actuellement, c'est un ensemble de zones qui va s'allumer ou s'éteindre. C'est-à-dire que c'est pas la LED individuellement qui va être allumée ou éteinte, c'est un ensemble de zones. Et ça peut créer dans certains cas un phénomène qu'on appelle de blooming. Mais le blooming, qu'est-ce que c'est? C'est ce que je vous montre d'ailleurs à l'écran. C'est si vous avez une différence de contraste qui va être importante, par exemple ici un curseur blanc sur un fond noir, et bien comme ce sont un ensemble de LED et pas des LED individuels qui vont s'allumer ou s'éteindre, et bien dans certains cas, pas sur toutes les dalles mini LED, mais dans certains cas, on peut avoir un petit halo de lumière autour justement de ces forts contrastes. Ce qui fait que si vous regardez énormément de contenu en VOST-FR par exemple, et que le sous-titre n'est pas dans l'image mais juste en dessous, là où il y a bande noire, eh bien vous devriez voir dans certains cas, encore une fois selon la dalle mini LED, eh bien ce petit halo autour et bah voilà, ça peut être un petit peu gênant. En revanche, dans les points positifs, ce qui est important à savoir, c'est que aucun constructeur ne fait d'entrée de gamme ou de bas de gamme sur du mini LED. S'il sort un écran mini LED, il sort le chéquier technologique. Vous aurez quasiment tout ce qui existe aujourd'hui, des dalles qui sont parfaitement étalonnées, qui sont magnifiques à voir, qui sont magnifiques pour travailler, et c'est vraiment génial. Pour le gaming, pas forcément plus adapté, même si ça peut monter dans les 160 Hz, mais partez plutôt sur voilà, du TN, VA, IPS, OLED, mais partez pas forcément sur du gaming pour du mini LED. En revanche, si c'est pour de la création de contenu, etc., et que vous avez une dalle mini LED qualitative, alors là, oui, là, vous allez vous faire plaisir. Et au niveau des contrastes, on va être sur à peu près quelque chose qui sera comme 10 fois supérieur à un écran IPS, ce qui est excellent, bien moins que de l'OLED, mais ce qui va être quand même excellent pour, allez, 99% de la population. En revanche, dans les points négatifs, qui le sont pas vraiment, si on met de côté ce phénomène de blooming sur certains écrans mini LED, pas tous, parce que certains sont plus qualitatifs que d'autres, mais ça va être le prix. Les écrans mini LED, bah, ils sont vite très chers, et en fait, comme il y en a très peu sur le marché, puisque ça commence tout juste à arriver fin 2022, et bah, il n'y a pas beaucoup de concurrence, il n'y a pas beaucoup de modèles, et du coup, tablez au moins sur 1000, 1200, 1500, presque 2000 € par moment. Donc bien entendu, cette vidéo a été tournée fin 2022, si vous regardez ce contenu dans un an, dans 2 ans, les prix auront sûrement largement évolué. Et sinon, je pense avoir fait le tour du mini LED. C'est tellement récent comme technologie que j'ai pas grand chose de plus à vous dire. On verra dans quelques années si je refais une vidéo spécialement dédiée au mini LED. Mais voilà, c'est un super compromis, très intéressant si vous avez besoin d'un écran extrêmement lumineux. Ça sera pas le plus coloré, ça sera pas le plus précis dans ses couleurs, et l'OLED va quand même le surpasser sur pas mal de points. Et voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je suis navré si je vous ai vexé, c'était pas le but. L'idée pour moi, c'était pas de vous dire vous avez tort, vous avez raison, tel écran est meilleur qu'un autre. C'est vraiment d'être factuel, objectif et concret sur les différentes technologies qui existent aujourd'hui. Mais du coup, je vous demanderais juste d'être cool avec cette vidéo parce qu'elle m'a demandé quand même énormément de temps, à peu près 2 semaines quand même pour la produire. Ça a commencé par une FAQ sur les écrans sur mon Discord et ensuite, bah, il a fallu tourner cette vidéo. Le problème, c'est que je l'ai tournée 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Ça me plaisait pas. À chaque fois, c'était soit trop long, soit j'avais glissé quelques termes techniques, soit je risquais de vous perdre. Ça a été compliqué. Donc encore une fois, vous avez le droit d'être d'accord, de pas être d'accord. On peut en discuter avec le plus de bienveillance possible, il n'y a aucun souci. Mais voilà, pensez juste à respecter le travail des créateurs de contenu quand vous mettez un commentaire sur internet. Sur ce, moi je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Noix de Citron. Allez, salut tout le monde!